merci d'être venu à cette nouvelle réunion, cette réunion consacrée au sens de la République, à l'occasion de laquelle nous recevons Patrick Weil. Je vous remercie infiniment, nous vous remercions infiniment d'être venu. Je vais vous présenter en 3 mots qui seront évidemment pas exhaustifs, tellement il y aurait de choses à dire. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes historien spécialiste des questions d'immigration et de citoyenneté. Vous avez notamment étudié l'évolution des politiques migratoires en France, aux États-Unis. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez participé notamment à la commission chargée d'appliquer le principe de laïcité dans la République en 2003. Vous avez fondé également Bibliothèques sans frontières, qui est une ONG dont l'objectif est de développer l'accès à l'information, à l'éducation, à la culture dans le monde. J'allais dire surtout parce que c'est à titre personnel comme ça que je vous ai connu. Vous avez publié donc cet ouvrage, Le sens de la République. Je l'ai lu personnellement, je vous le recommande très chaleureusement. C'est un bouquin qui est une véritable révélation, qui est extrêmement intéressant. Donc je vous invite tous à le lire. Je vous remercie donc. Avant de vous laisser la parole, je vais la donner à Jean-Patrick. Jean-Patrick, vous le connaissez bien. Vous le connaissez bien parce que c'est un député qu'on croise souvent. C'est un député de terrain, très travailleur, vous le savez, peut-être pas. Il est très influent. Non, vous doutez du fait qu'il soit travailleur? Eh ben, pourtant, ça veut dire que les autres sont des sacrés cancres parce qu'il est quand même dans le top 30 des députés les plus travailleurs et les plus influents à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que c'est un classement sur 577. Donc voilà, c'est un député extrêmement... Allez, ovation pour Jean-Patrick. Bon, et il est tellement travailleur qu'on aimerait bien qu'il puisse poursuivre pour un nouveau mandat. Donc il va vous présenter sa campagne qu'il veut dynamique, tournée vers la démocratie participative et vers les nouvelles technologies. Donc je ne vais pas en dire davantage, je vais tout de suite lui laisser la parole pour vous la présenter. Merci Émilie, et j'ai bougé un peu moi aussi. Merci à tous d'être venus pour cette, je crois que c'est la 3e réunion. Et puis merci surtout à Patrick Weil de venir échanger avec nous. Et finalement, on a un peu échangé avant pour préparer, finalement de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'immigration, la laïcité, les discriminations, l'identité nationale, les questions des frontières, autant de sujets qui finalement sont au cœur de l'actualité, qui sont souvent des sujets passionnels, des sujets de tension, mais comme on le disait, où souvent aussi on mélange un peu tout. Et moi je pense que le début des problèmes, parfois, ou le début de la résolution des problèmes, moi je pense qu'il faut être dans des démarches de résolution de problèmes, c'est déjà d'apporter de la clarté sur ce dont on discute, parce que sinon, évidemment, ça part dans tous les sens et rapidement, on s'accuse des pires choses, alors que je pense que c'est aussi ça peut être l'autre aspect de la politique, ne pas être uniquement dans l'interpellation, la vocifération, mais être aussi dans l'échange constructif. Et à partir de là, eh bien, il faut arriver à créer un espace de délibération et se mettre un petit peu d'accord sur ce dont on parle. En tout cas, moi, c'est ce à quoi je crois et que j'essaie de faire partager. Alors, dit comme ça peut paraître un peu angélique. Après, je sais qu'il faut mener des combats et nous sommes dedans. Nous sommes dans un combat difficile, compliqué, on peut dire. Là aussi, où tout est un peu brouillé, suite à une élection présidentielle qui n'a pas été simple. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'une grande partie de nos concitoyens, et à juste titre, ont voulu d'emblée, ou ont réfléchi sur comment écarter Marine Le Pen, et on ne peut que s'en féliciter. Et puis après, il y a eu les événements autour de François Fillon, qui n'étaient pas prévus, étaient censés incarner une forme d'austérité, de probité, et tout d'un coup, c'est un autre visage qui est apparu. Donc, tout cela a troublé le jeu, a pris le dessus sur les échanges, et puis eh bien, chacun s'est engagé dans des formes, on pourrait dire, de vote utile, qui ont conduit à un résultat qui n'était pas du tout celui qui était prévu au départ, mais qui est celui-là, donc l'élection d'Emmanuel Macron, et un nouveau dispositif, une nouvelle situation politique totalement inédite. Et on le sent bien, et ceux qui font campagne avec moi sur le terrain, je crois on le constate de jour en jour, même si les choses évoluent, une grande perturbation de l'électorat, de nos concitoyens, une interrogation,
une forme de satisfaction aussi, il faut le dire, de dire, bon, on a un président, on a un jeune président qui incarne facilement le pouvoir, qui s'est fondu très vite dans les habits du pouvoir. On peut dire François Hollande, c'était compliqué. Lui, en 30 secondes, c'était fait, on l'a bien vu. Alors maintenant, il en est rendu à accueillir Poutine à Versailles. C'est peut-être beaucoup quand même. Là, on commence même à s'interroger un petit peu. Mais il y a un côté, là, on dit que nos institutions sont un peu monarchiques. Là, visiblement, on est dedans. Bon, après, donc, je dis ça un peu en plaisantant, vous me connaissez, mais en même temps, j'ai senti aujourd'hui, c'est ça une campagne, on sent chaque jour un peu les choses évoluer, j'ai senti pointer quand même des interrogations. Et puis, il y a des interrogations sur le positionnement. Je crois que ça a plu, l'histoire, on n'est ni droite ni gauche, on va débloquer les choses, on va mettre les meilleurs au gouvernement, donc ils ont l'air très bien. Bon, on n'est pas sûr que ça soit forcément les meilleurs, puis les meilleurs au gouvernement, c'est l'aristocratie, ça s'appelle, si on va jusqu'au bout de la logique. Donc si on a la monarchie plus l'aristocratie, ça va peut-être faire beaucoup. On n'en est pas là, je force le trait pour attirer votre attention. Je vois que ça marche, je vois que même certains commencent à s'inquiéter de ce que je vais dire. Mais le fait de dire ni droite ni gauche, ou et de droite et de gauche, et puis en même temps, factuellement, on a un Premier ministre qui est de droite. Il l'a dit, son premier mot, ses premiers mots ont été de dire, ben voilà, moi c'était la passation de pouvoir avec Bernard Cazeneuve, qui a dit, moi je suis un homme de gauche, fier de ce que j'ai fait. L'autre il dit, ben, je suis un homme de droite, fier de ce que je vais faire. Et puis, donc, une situation nouvelle, mais qui ne déplaît pas aux Français, qui brouillent leurs repères, mais qui ne déplaît pas, et évidemment, qui disent il faut donner sa chance au président, au jeune président qui présente bien. Et en même temps, moi je me dis, bon alors, si on est ni de droite ni de gauche, parce que les gens me disent, alors vous vous positionnez comment? Alors moi je dis, c'est une facilité, je reconnais, je dis, s'il est ni de droite ni de gauche, nous on n'est ni majorité ni opposition. Mais sincèrement, moi je pense qu'il n'y a pas à être dans une opposition systématique avant qu'il n'y ait rien de fait. Et en même temps, moi je n'ai pas soutenu Emmanuel Macron au premier tour, je reste sur mes convictions qui sont celles socialistes. Alors il a participé à un gouvernement socialiste, mais on a bien vu qu'il y a une sorte d'évolution. Donc certains appellent ça le social-libéralisme. Moi je ne m'y retrouve pas tout à fait, et même pas du tout, parce que je pense que les recettes qui sont prônées, qui ont été mises en œuvre d'ailleurs dans beaucoup de pays, n'ont pas apporté les résultats escomptés. Donc, par rapport à ça, moi je pense, et pour autant, face aux difficultés auxquelles est confronté notre pays, et on va en parler la semaine prochaine avec Jean Jouzel sur la question climatique et écologique. On en a parlé avec la Routouroux sur la question de la situation économique, et puis les sujets de l'emploi, auxquels vous savez je suis très attaché, et puis la montée des extrémismes, et d'un autre côté, la menace terroriste, et vous avez vu ce qui est arrivé aujourd'hui à Manchester. Moi, je souhaite bien évidemment que ça réussisse. Je souhaite la réussite du quinquennat pour notre pays, bien évidemment. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas être justement dans une forme de naïveté, et qu'il ne faut peut-être pas d'emblée donner un pouvoir absolu à ce nouveau président. Il faut accompagner nouveau président qu'on connaît peu. Alors Patrick Veil me disait qu'il lui, il le connaissait plus que nous, mais qu'en gros, on connaît peu, on découvre, qui a l'air séduisant. Quelques inquiétudes pointent, et moi je pense, et ça ne vous surprendra pas, qu'il faut au contraire, vraisemblablement, En Marche aura une forme de majorité, aura de nombreux parlementaires. Moi, je ne pense pas qu'ils auront la majorité absolue, et je le dis clairement, je ne pense pas que ça soit souhaitable. Je peux le dire d'autant plus aisément que j'avais dit la même chose et il y a 5 ans, ce qui était paradoxal, au moment où j'étais candidat, dans le sillage de François Hollande, j'avais dit, comme avait dit Mitterrand en 88, il faut éviter la vague rose. Parce que c'est pas bon qu'un parti ait tous les pouvoirs et une majorité absolue à l'Assemblée. Parce que déjà, on a un poids de l'exécutif très important dans notre pays. Le poids du Parlement est quand même assez relatif. C'est le parlementarisme raisonné. Et quand on a la majorité absolue, on sait que tout peut passer. Donc on se permet tout.
Et deuxièmement, on l'a vu, la majorité, finalement, ça la fragilise aussi parce qu'elle n'a pas besoin de se mobiliser. Elle n'a plus vraiment de discussion entre elles où elle n'arrive pas à les régler. Et moi, je suis parlementaire et donc je préférais une situation où il faille avoir quand même l'accord de plusieurs groupes parlementaires pour arriver à faire avancer les sujets. Quitte, alors ce n'est pas du tout la culture d'un autre pays, quitte à ce que les majorités soient des majorités d'idées, éventuellement alternatives, pourquoi pas. Si c'est ça, moi je trouve que ça peut être intéressant et j'ai envie de participer à ce travail-là. Et vous verrez, je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra peut-être dans le temps d'échange que nous aurons, mais je ne veux pas être trop long dans un premier temps, vous êtes venu pour écouter Patrick Weil. Vous verrez dans les documents que je diffuserai, je dis clairement, finalement, dans les propositions à caractère national que je fais, je dis clairement les choses que je défendrai, qui me paraissent souhaitables pour le pays. Certaines sont dans le projet du président de la République, d'autres sont plus marquées ou sont marquées de la plateforme socialiste ou même des idées qu'on peut avoir. Et j'indique aussi clairement, parce que ça me paraît nécessaire, ça me paraît une forme de transparence, les choses auxquelles je m'opposerai. Par exemple, c'est le sujet d'aujourd'hui, je pense que remettre sur le métier la question du code du travail, qui nous a déjà divisé et qui a tendu très fortement le pays, la remettre, c'est-à-dire pour faire passer ce qui n'est pas passé la première fois, et de surcroît, le faire sous forme d'ordonnance, c'est-à-dire de limiter l'expression et le débat au niveau du Parlement, par exemple, ne me semble pas souhaitable. De la même manière que détricoter l'ISF ou même, mais c'est plus technique, remettre en cause en grande partie la taxe d'habitation, en tout cas sans nous dire vraiment qui est-ce qui va payer. Voilà, donc il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord. Et je pense que c'est la campagne qu'il faut mener en toute clarté pour expliquer le positionnement et les réticences. Il ne s'agit pas du tout d'être dans une forme de résistance, d'opposition systématique, etc. Mais je crois de faire vivre des idées qui sont celles qui sont assez claires, hein, que moi je résume assez clairement, les idées social-démocrates, c'est-à-dire la confiance dans une approche globale, et notamment sur la protection sociale, de ne pas démanteler notre système de protection sociale. Et je pense que c'est le grand sujet qui est devant nous, les retraites. Une approche écologiste, donc une satisfaction de voir Nicolas Hulot au gouvernement, et puis une approche européenne, et là aussi, je le dis, des sources de satisfaction dans les premiers signes et les premières démarches qui ont été celles du président de la République. Je le dis parce que là, pour le coup, on l'a bien senti. On en parle moins dans les législatives, mais on l'a bien senti dans la présidentielle, que la problématique européenne était très prégnante, hein, avec, j'allais dire, aux deux bords de l'échiquier politique, une opposition assez forte, et une opposition, il faut le dire, populaire à la question européenne, même si après, c'est intéressant, quand on arrivait, bon, mais alors du coup, sur la question de l'euro, au contraire, ça a fait reculer le Front National, et vous avez vu que maintenant, c'est une question qui, même à l'interne du Front National, est en train de les diviser. Alors, avant de céder la parole, je voulais dire deux choses. Je voulais dire que j'ai aussi mis ma campagne, comme je l'ai dit au début, sur la notion de député citoyen, parce que je pense qu'il faut mettre... Ça veut dire quoi? Ça veut dire un député qui est parmi vous et qui est un citoyen comme les autres, qui participe à la délibération, mais que les autres, finalement, ont envoyé en députation, justement, à Paris. Et je considère que je voudrais, dans le troisième mandat, arriver à construire avec l'ensemble des citoyens de la circonscription un mode de travail un peu différent. Je ne rentrerai pas dans les détails de la gestion, de la réflexion là-dessus, simplement pour vous dire qu'avec certains collègues, on a travaillé au Parlement, collègues socialistes, notamment Dominique Rimbourg, qui est élu à Nantes, sur ces questions. Parlement ouvert, comment on peut enrichir le travail parlementaire en étant plus sur le terrain, et puis aussi, est-ce qu'on peut intégrer les outils numériques, des choses comme ça. Et vous l'avez vu dans le premier document, vous le verrez sous forme d'un schéma, mais je pense qu'il va apparaître rapidement dans le deuxième document, eh bien, comment associer les électeurs, les citoyens
au travail parlementaire. Je me suis un peu inspiré, ça ne vous surprendra pas, de ce qu'on avait mis en place sur la ville dans le cadre des CVL, c'est-à-dire, je pense qu'il faut avoir un dispositif de participation, et je préfère dire de délibération, avec au milieu ce qu'on a appelé l'atelier citoyen, c'est-à-dire une sorte de conférence de citoyens, d'électeurs, où j'ai fixé arbitrairement à 40, ça me paraît pratique comme chiffre, je sais pas, un conseil des sages, un conseil de 40, en veillant à ce qu'il y ait une répartition paritaire, et en même temps des quartiers nord, sud, est, ouest, donc une dizaine par ces grands secteurs. Donc je vous invite, hein, il y a une urne où vous pouvez candidater. Cette conférence donc, aurait vocation à faire quoi? À faire 3 choses. D'abord, quand on est parlementaire, vous l'imaginez, on est beaucoup sollicité. On est beaucoup interpellé par courrier, par mail, par téléphone, dans la rue, sur les marchés, etc. Et c'est important. Hein. Les gens disent, vous êtes coupé de tout, etc. Je vous invite à venir passer quelque temps avec moi. Vous verrez qu'au contraire, on est interpellé sur une multitude de sujets. Et c'est normal. On est le représentant. On peut porter des choses au niveau national. Après, il faut se spécialiser un peu, on ne peut pas tout porter. Et en même temps, moi, ça m'arrivait souvent d'un sujet qui n'était pas du tout dans ma sphère un peu de réflexion ou d'action, puis me dire, bah oui, là, il y a un vrai problème, comment on va s'en sortir? Enfin, peut-être, vous le savez, le plus prégnant pour moi, ça a été la question de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Un jour, j'ai pris ce sujet-là, je me suis dit, bah ouais, on va faire ça, il faut que ça avance, etc. J'imaginais pas que ça allait me prendre 7 ans quand même pour y arriver jusqu'au bout, entre faire une proposition de loi, pousser le gouvernement de droite à faire une loi, après revenir, que le décret finalement détricote un peu la loi, qu'il y a un comité mis en place mais qui fonctionne mal. Enfin, et finalement, ça s'est joué dans les dernières semaines que dans une loi qui n'était pas du tout sur le sujet, sur l'outre-mer, on a réussi à placer quelque chose dans le chapitre sur la Polynésie pour faire sauter le petit bout de texte qui avait été rajouté par le gouvernement de la loi et qui finalement vidait la loi de sa substance. Donc vous voyez, on peut partir de sujets comme ça. Et je crois que c'est important. Si on veut avoir un vrai Parlement, on ne peut pas tout traiter. Mais ce qui est important dans les moments pour avoir une vraie participation, c'est d'avoir un lieu de discussion, et je vais y revenir, mais c'est d'avoir une capacité d'initiative du terrain, qu'il y ait des sujets qui remontent, qu'on ne subisse pas toujours l'ordre du jour de dire, mais si, alors là j'ai pris, c'est un projet de loi, un gros sujet. Mais souvent on arrive à le faire par des amendements. Alors, quelle est l'idée que je vous propose? C'est d'avoir une conférence donc, de citoyens que nous allons tirer au sort, je pense. Ça devait être aujourd'hui, mais on va se redonner un petit peu de temps et on va faire ça peut-être la semaine prochaine pour valider un peu des propositions qui doivent être mises en discussion. Ça, c'est le premier point. Pour deuxième point, mettre en place des ateliers législatifs, c'est quoi? C'est-à-dire, un samedi, se réunir, indiquer qu'on travaillera soit sur une proposition, parce qu'il y a un sujet qui est ressorti, il faut le traiter, soit préparer un texte de loi important qui arrive, je ne sais pas, sur la famille, sur la fin de vie, enfin, que sais-je, et le mettre en discussion. Et là, on dit samedi à 14 h au Sanitas, par exemple ici, il y a 3 heures de discussion. Donc, discussion, on se réunit, une présentation de la loi, et puis on met en discussion, puis après, on peut aller jusqu'à travailler sur des amendements. Donc là, on vient si on a envie, soit pour découvrir comment se fait le travail législatif, soit parce qu'on est directement intéressé au sujet, et je pense que c'est important de faire ça. Et le troisième point, c'est la gestion de la réserve parlementaire. Il est mignon, le petit député, là. La gestion de la réserve parlementaire, vous savez que c'est un sujet qui prête à discussion, à polémique. Certains veulent la supprimer. Certains disent bah ouais, mais c'est l'arbitraire du député, il fait ça pour se faire réélire, etc. Les statistiques montrent que ça ne marche pas, mais enfin pour se faire réélire, je veux dire. Mais je pense que c'est bien de le mettre aussi en délibération. Moi, la réserve parlementaire, j'ai défini des critères sur de l'investissement, des associations, type caritatives, culturelles, sociales, eh bien, de faire qu'il y ait la conférence des citoyens se transforme finalement en jury pour évaluer, valider les projets, que ça ne soit pas l'arbitraire du député qui choisisse. Donc, c'est un mode de délibération différent. Et puis, j'ai souhaité aussi, parce que quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de sortir. Les gens disent, oui, ils n'écoutent rien, ils font rien, etc. Alors que
finalement, vous ne vivez pas ça comme ça. Vous vivez l'impression d'être dans l'interpellation permanente. Eh bien, mon sujet, c'est comment on passe d'une logique d'interpellation permanente, qui est sur le mode de l'émotion, de la passion, etc., à une logique, à un mode de délibération. Comment on arrive à faire avancer des idées. Et là, c'est là que peut-être on peut faire intervenir le numérique. Donc j'ai trouvé une application numérique qui est faite pour ça, qui s'appelle Stig, donc que vous pouvez télécharger dès maintenant, voilà, qui est nationale. Et puis vous avez en haut une petite icône, vous pouvez passer du national au local. Et moi j'ai la chance, le local ça veut dire au niveau de la ville, donc la ville de Tours. Et moi j'ai de la chance parce que comme la ville correspond à la circonscription, finalement ça me fait d'emblée un lieu, et j'ai discuté ça avec les gens qui ont développé cette application, donc vous allez trouver en dessous un petit truc, vous descendez à la ville, et puis vous avez atelier citoyen, et Jean-Patrick Gilles, vous avez même une petite écharpe bleu, blanc, rouge pour bien repérer. Et là, vous pourrez avoir des interpellations, mais le caractère assez nouveau, c'est que, vous allez me dire, c'est quoi de mieux que le téléphone? Ben, c'est que là, vous lancez une idée, donc c'est une manière de me l'adresser, mais en même temps, vous la mettez en discussion. C'est-à-dire que les autres qui sont sur Stig, ils voient et ils peuvent voter immédiatement, dire moi je suis d'accord, moi je ne suis pas d'accord, etc. Ce qui résout déjà un problème, parce qu'il y a des personnes, elles lancent des idées, vous les regardez un peu avec effroi en disant d'accord, votre idée, vous l'avez vachement préparée, mais vous sentez que quand même il y a beaucoup de gens qui sont fortement en désaccord. Et si vous lui dites tout de suite à la personne, elle est pas, c'est irrecevable. Donc là, que l'idée soit mise en discussion, et ce n'est pas simplement un vote, oui, contre, etc. Dans la discussion, on peut d'emblée faire des amendements. C'est-à-dire qu'il y a vraiment déjà un espace de discussion numérique. Donc voilà tout un dispositif que je vous propose de mettre en place. Donc vous voyez, il y a à la fois un appel à des citoyens pour s'engager sur une conférence citoyenne qu'on renouvellera, enfin il faudra définir une sorte de règlement de fonctionnement, et puis une possibilité, que ce soit par l'application ou par les ateliers législatifs, à toute personne à un moment donné, de rentrer dans une discussion ou pas, et puis d'y prendre goût ou pas, mais pas un engagement plus fort que cela. Voilà, c'est une sorte d'innovation que je vous propose. Et deuxième point que je voulais évoquer et qui va me servir aussi d'introduction pour le propos de Patrick Weil, c'est dire un mot sur finalement la situation politique où on est et comment la faire évoluer. Moi, je pense que ça ne vous a pas échappé, le Parti socialiste est quand même en grande difficulté. Mais c'est l'organisation, c'est l'appareil. On a toute une partie de nos chefs qui sont partis ailleurs, donc déjà c'est quand même assez compliqué, c'est quand même très perturbant pour les gens qui nous suivent. Là aujourd'hui, j'ai senti les gens qu'on croisait, ils disaient bah alors vous êtes restés, vous êtes où, vous êtes bon. Donc, bon, la question, elle n'est pas d'épiloguer sans fin là-dessus. On est dans un processus de recomposition important. Moi, je demeure persuadé qu'après, on reviendra dans un dispositif où il y a une droite et une gauche, parce que ça fonctionne comme ça, la démocratie. Même si on peut comprendre qu'à un moment, les gens disent bon, on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on ne voudrait pas passer à l'extrême droite, donc on essaye finalement une position qui n'est pas le centre, qui est une position plutôt, je dirais, centrale. Mais dont moi j'ai des interrogations sur comment elle va fonctionner. Donc je suis persuadé qu'on reviendra après sur les grandes orientations, sur cette bipolarité. Et voilà, là il y a un moment où les gens disent bon, il faut peut-être échapper à ça parce que le sentiment de blocage de la société. Mais je pense que pour le moment, ça met en difficulté donc les partis classiques, mais les partis ne sont qu'un outil. Ça n'invalide pas, à mon avis, et sinon je ne serais pas là, ça n'invalide pas les grandes propositions que nous portons, que je vous ai rappelées. Et je pense par contre qu'il faut se réorganiser nous-mêmes autour finalement de chantiers assez simples. Un chantier qui est autour de la politique économique et sociale, c'est-à-dire en portant des valeurs de justice sociale, mais en visant l'efficacité sur les questions d'emploi. Et vous savez que je suis très engagé dans cette question, et notamment la question de la sécurisation des parcours professionnels, que je ne vais pas développer. Mais en gros, il faut qu'on fasse sur cette question de la sécurisation de l'emploi la même chose qui a été fait il y a 70 ans sur les questions de santé. Et on est en train de le faire. Et je vais vous dire, on a fait la plus longue partie du chemin dans le quinquennat, sauf qu'on n'a pas su l'expliquer. C'est-à-dire comment on passe à des droits du salarié acquis par la situation de travail à des droits de la personne.
C'est ce qu'on a fait avec la Sécu pour la question de la protection santé, retraite. Eh bien, on est en train de faire la même chose. Les droits à la formation, les droits à avoir du temps libre, etc., que vous financez, que vous avez liés à l'entreprise, on est en train de les transférer à la personne. Je crois qu'il faut continuer ce mouvement et puis avoir peut-être une politique économique légèrement différente. La deuxième question, on l'abordera donc avec Jean Jouzel, c'est la question évidemment de l'urgence climatique et de la transition écologique. Donc c'est le point important, même pour la pensée socialiste. Je dis souvent, au début du XXe siècle, alors je le dis prudemment devant un historien, mais finalement on a fait la synthèse de la République et du socialisme. Moi, ma conviction, c'est qu'au début de ce siècle, on est en train de la faire, la synthèse entre le socialisme, la social-démocratie, et puis la réflexion, le raisonnement écologique qui est devenu une évidence. Enfin, une évidence, pas encore pour tout le monde. Le troisième sujet, on l'abordait hier, et il est vraiment absent pour le moment du projet du président de la République, c'est la question des territoires, c'est la question de la décentralisation. Je pense que là, on a quand même un gouvernement qui se met en place, c'est quand même la prise en main du pays par l'énarchie et en gros l'inspection des finances. Ça, vous allez voir, il y a quand même une sorte, non, je ne vais pas dire des mots qui seraient un peu populistes, mais enfin, il y a quand même une sorte de cooptation de la haute fonction publique. D'ailleurs, on comprend le mouvement, qui est de dire, vous voyez les cabinets, moi je vois bien comment ils sont en train de se constituer, on les a croisés, ces gens-là. Moi, je suis toute la sphère autour du travail, de l'emploi. Ben, on a les cabinets, une partie des gens qui étaient sous Sarkozy, une partie des gens qui étaient dernièrement, et puis qui se connaissent tous et qui sont finalement qu'on dit, bon, on va écarter un peu les politiques, et puis on va gérer vraiment, nous, les affaires. Et moi, je pense qu'il va falloir défendre ce qu'a été quand même un message de la gauche sur la question des territoires. L'autre question, c'est l'Europe. Je ne développe pas, je crois que c'est notre vision. C'est notre avenir et comment on doit la construire en lui donnant une orientation quand même là aussi plus démocratique. Et puis le dernier sujet, et j'arrêterai là, bien évidemment parce que c'est notre invité ce soir qui va la traiter, c'est les questions autour de la République, le sens de la République auquel les Français sont attachés, mais qui a besoin d'être reprécisé, reformulé, les avancées démocratiques dont a besoin bien évidemment notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire bouger dans les institutions? Faut-il les changer? Alors il y a des choses qui peuvent paraître, est-ce qu'on met de la proportionnelle? Est-ce qu'on reconnaît le vote blanc? Moi je défends ces thèses-là, mais finalement vers quelles institutions et comment on les conçoit? Moi je pense que c'est un des 5 piliers sur lesquels on doit reconstruire la gauche. Je n'hésite pas à le dire parce que je ne rejette pas, moi je n'ai pas le culte des partis politiques, j'ai été responsable localement. Le parti politique est un outil. En même temps, moi je le respecte, mais c'est là aussi un lieu de délibération, un lieu de sélection aussi des candidats. Et je pense qu'en ce moment, c'est très critiqué. En gros, vous êtes passé par un parti politique, il faudrait vous sortir. Je ne suis pas sûr que ce système-là va totalement disparaître. Il reviendra, il faut sûrement l'améliorer, mais je ne suis pas sûr que ça soit pire que le système de là où on a l'impression que c'est quand même un système de franchisés qu'on est en train de nous mettre en place. Donc moi, je pense qu'une majorité parlementaire, ça ne peut pas être un réseau de franchisés quand même. C'est un peu brutal ce que je dis, mais c'est quand même ma conviction profonde. En tout cas, je voulais vous remercier d'être venu. Je vais céder la parole à Patrick Weil et puis je vous remercie aussi pour beaucoup d'entre vous de mener la campagne à mes côtés tous les jours. Et je pense que nous allons arriver à créer, pas une surprise, mais à confirmer l'engagement que j'ai eu et pouvoir continuer ensemble tous ces combats. Merci. Bonsoir, vous m'entendez? Allô? Ouais. Merci beaucoup Jean-Patrick de votre invitation. Je me demandais avant de venir comment j'allais faire la synthèse entre les deux sujets que vous m'avez demandé de traiter, c'est-à-dire les questions qui sont ceux de ma spécialité de recherche, l'immigration, la citoyenneté, nationalité, la laïcité, et puis d'autres questions, celles de la République ou du point de vue des institutions. Mais je crois qu'on va y arriver. Donc je vais essayer de vous dire comment on peut voir les choses. Bon, moi, je vous dis comment je les vois là, depuis que j'ai fait ce livre, Le sens de la République, que j'ai fait après les attentats contre Charlie Hebdo et Supermarché Cacher.
je pense que dans notre pays, aujourd'hui, les Français ne se sentent plus assez compatriotes. Il y a une partie d'entre eux qui se dit « Je ne reconnais plus le pays dans lequel j'ai grandi ». Ils s'imaginent un pays paradisiaque de leur jeunesse, de leur enfance. Et ils ont l'impression que ce paradis a été perdu. Et ils veulent le retrouver parfois en votant pour les extrêmes, le Front National. Et puis il y en a d'autres qui se disent « Je suis français sur le papier, mais je ne suis pas reconnu comme tel ». Quand d'autres compatriotes me rencontrent, ils me disent « Et toi, tu viens d'où » ou bien j'entends le mot « immigré » alors que je suis de plusieurs générations de Français. Ou bien j'entends parfois l'application à moi-même d'une identité religieuse, alors que dans la République, on ne se définit pas par notre appartenance religieuse, mais par notre appartenance à la nationalité, à la citoyenneté. Alors d'où ça vient? Ça vient de ce que le pays, la France, notre pays, est le plus vieux pays d'immigration, puisque nous avons commencé à être pays d'immigration à la fin du XIXe siècle, mais jusqu'à la première moitié du XXe siècle, la plupart des migrants venaient d'Europe, de pays étrangers, où la plupart des gens ne parlaient pas le français quand ils arrivaient, sauf quelques Belges, et donc ils apprenaient le français, ou bien leurs enfants l'apprenaient à l'école, et ils se naturalisaient, ou bien leurs enfants devenaient français par la naissance sur le sol de France. Mais à partir de la moitié après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des migrants sont venus de territoires sur lesquels la France exerçait encore, ou exerce toujours d'ailleurs, sa souveraineté. Soit les départements d'outre-mer d'aujourd'hui, les Antilles, la Guyane, la Réunion, soit des territoires comme l'Algérie, qui était pleinement française depuis 1848, elle est restée jusqu'à son indépendance en 1962, soit même plus tard des Maliens, des Sénégalais, des personnes venues du sud du Sahara. Et pour ce qui est de ces migrants, d'abord ils parlaient le français en arrivant, il n'y avait pas besoin d'apprendre la langue, et souvent ils étaient déjà français, autant que ceux de l'Hexagone. Simplement, nous, on ne l'avait pas bien appris à l'école. On n'avait pas bien appris à l'école l'histoire de France d'au-delà de la métropole, de l'outre-Méditerranée, de l'outre-mer. Je vais vous donner un exemple. Quand Madame Taubira a fait voter la première loi qui porte son nom, en 2001, la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Quelques années plus tard, un collègue, dans une interview au journal du Dimanche, dit « Vous ne pouvez pas reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité parce que le concept de crime contre l'humanité n'existe en droit que depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, au moment du tribunal de Nuremberg, à l'occasion du jugement des criminels nazis. » Et il fait l'objet d'une plainte en justice de la part de certains de nos compatriotes descendants d'esclaves. Et à la suite de cette plainte, 25 parmi les plus grands historiens français signent une tribune, Liberté pour l'histoire, où ils réclament le droit de l'historien de dire ce qu'il veut, ce que je suis bien sûr, ce que je suis d'accord. Et puis aussi, ils disent, on est d'accord avec lui. On n'avait pas, dans la loi, à associer esclavage et crime contre l'humanité, parce que c'était un anachronisme. Eh bien, ces historiens, les plus grands du pays, René Raymond, Pierre Nora, Antoine Proc, pour ne citer qu'eux, ne savaient pas que dès 1794, la Convention avait reconnu en droit français l'esclavage comme crime de lèse-humanité, c'était le langage de l'époque, et l'avait puni de quelle peine? La déchéance de nationalité. Et comme on a dû s'y prendre 2 fois pour abolir l'esclavage, puisque Napoléon l'avait rétabli, et bien en 1848, Victor Schœlcher, dans le décret d'abolition, rétablit la peine de déchéance, parce qu'il dit on ne peut pas se déclarer français et violer le dogme républicain de la liberté et de l'égalité. Eh bien, mes collègues ne le savaient pas. Pourquoi ils ne le savaient pas? Parce que ça fait partie d'un morceau de l'histoire de France qui ne les intéressait pas. Ils ne s'intéressent pas à l'histoire de l'outre-mer, qui fait partie de l'histoire de France. Et si on nous l'avait enseigné, est-ce que vous, on vous l'a enseigné à l'école? Non, pas moi, ni moi non plus. Et à vos enfants non plus.
Et si on avait enseigné ça dans nos écoles, à notre âge, quand on était enfant, et à vos enfants et à vos petits-enfants, eh bien, cet événement-là, la reconnaissance de l'esclavage comme crime de lèse humanité, que la France, la République française est le premier pays au monde à reconnaître, on aurait été tous fiers de ça. Et du coup, quand on se retrouve, quand des gamins se retrouvent, certains venus d'outre-mer et certains dont les parents ou les grands-parents sont d'outre-mer et certains dont les parents ont des vieux ancêtres tourangeaux, et bien tout d'un coup le lien se fait. À un moment de l'histoire de France, on s'est retrouvés tous ensemble et c'est une histoire commune que nous construisons. Et cet exemple-là dont je vous parle, il est aussi valable pour toute la colonisation, qu'on ne connaît pas bien, que les enfants ne connaissent pas et n'apprennent pas parce que c'est compliqué. Parce qu'autant l'esclavage, on est tous d'accord aujourd'hui pour le condamner, autant la colonisation, c'est un sujet très chaud. Mais il n'empêche, il y a des choses factuelles que l'on pourrait enseigner et ensuite dire il y a différentes interprétations. Eh bien, on ne le fait pas. Et du coup, il se passe ce que j'ai pu vérifier à l'occasion de la sortie de mon livre en poche, que lors d'une enquête très longue faite par l'Institut Montaigne, un institut proche, je dirais, du patronat de l'entreprise AXA, une enquête sur les musulmans de France. Et alors dans cette enquête, il disait qu'il y avait 28% des musulmans, entre guillemets, qui étaient proches du fondamentalisme. Alors moi, je regarde l'enquête, je regarde le questionnaire. C'est bizarre, je lis le questionnaire, qui était pour tout le monde, pour tout citoyen, ou tout étranger d'ailleurs, et je me dis, mais c'est bizarre, j'aurais envie d'arrêter de répondre, parce que je ne me reconnais pas dans le questionnaire. D'abord, il y avait une question, si vous êtes alors vous français ou pas français, et si vous êtes français, êtes-vous par naturalisation ou de naissance? Mais si vous êtes né en France de parents étrangers, vous n'êtes ni français par naturalisation, ni de naissance, vous l'êtes par déclaration, à l'âge de la majorité, ou avant la majorité. Là, il n'y a pas de casse pour ces jeunes. Après, on vous demandait, êtes-vous chrétien, juif, musulman, sans religion? Pas d'option athée ou agnostique, alors que 30% des Français sont agnostiques. Et pas de possibilité de cocher plusieurs cases. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui seraient déclarent chrétiens agnostiques, ou juifs athées, ou musulmans chrétiens, d'ailleurs, vous voyez, parce que chacun fait sa propre identité. Eh bien non, pas d'option. Enfin, je passe sur d'autres questions que je pourrais évoquer. Après, il y avait une annexe historique. J'ai tapé, alors je l'ai lu, et j'ai tapé plusieurs mots pour voir comment ils apparaissaient. Le mot guerre, 14 fois. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, guerre contre Daesh. Jamais la guerre d'Algérie. Elle n'apparaissait pas. Comme si ce n'était pas un moment important de l'histoire de la décolonisation, qui marque toujours d'ailleurs, qui marque toujours aujourd'hui les discussions politiques. Et alors je me suis dit finalement, ces compatriotes de culture musulmane, si l'on peut dire, qui ont un lien avec l'islam, on les marque d'une différence avec leurs autres compatriotes. Parce que quand on est français, on se sent pleinement dans sa nationalité et dans l'histoire de son pays. Et si on le veut, on peut déclarer une foi. Eh bien, ces compatriotes, il y avait une incertitude sur la nationalité, il y avait des cases qu'il n'y avait pas pour eux, il n'y avait pas de place dans l'histoire, et la seule case qu'on leur demande de cocher, c'est la religion. Eh bien, vous voyez, là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que nous sommes avant tout des compatriotes. Nous faisons partie d'une histoire commune de France. Et si on le veut, on peut se déclarer ou non croyant. Et ça me permet de dire un mot sur la laïcité. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. La laïcité, c'est d'abord du droit. C'est le droit absolu, le droit individuel de croire ou de ne pas croire, ce qu'on appelle la liberté de conscience. Et c'est un principe tellement important de la loi de 1905 que si vous faites pression sur autrui, soit pour le contraindre à pratiquer un culte, soit pour l'en empêcher, vous risquez d'aller en prison. C'est l'article 31 de la loi de 1905. Et tous les autres articles dépendent de ce principe. Pourquoi la séparation des églises et de l'État? Pour éviter qu'on subisse des pressions. Que l'État soit aux mains d'une majorité religieuse, ou bien que l'État soit anti-religieux.
et que vous soyez soumis à des pressions, que nous soyons. Pourquoi la reconnaissance de toutes les options spirituelles? Pour que, bien sûr, les groupes puissent exister, si on veut croire, en catholique, en juif, en musulman, on ait le droit d'exercer son culte dans des lieux de culte. Donc il y a toute une dimension d'organisation ensuite de cette liberté de conscience qui implique des espaces différents, mais ce qui fait la particularité de la laïcité française, c'est la reconnaissance égalitaire de la liberté de croire ou de ne pas croire, et la conséquence de cela, c'est-à-dire la séparation de l'État et de l'Église. Vous voyez, chez nous, bon, le président ne jure pas sur la Bible, mais sur la Constitution. Il n'y a pas de prière avant les sessions du Parlement, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et pour en comparer encore avec les États-Unis, dans un pays comme les États-Unis, vous avez le droit de blasphémer, de brûler la Bible, le Coran, rien ne va vous arriver. Mais si vous émettez le moindre doute sur l'existence de Dieu, vous n'avez aucune chance d'être élu à une élection. Y compris quand on est de gauche. Bon. Eh bien, pourquoi? C'est parce qu'il y a une grande partie des Américains qui ne font pas confiance aux non-croyants. Mais vraiment pas confiance. Eh bien, c'est la différence qu'il faut faire, comme on va la faire chez nous, entre ce qui est légal, ce qui est dans le droit, et ce qu'on appelle les normes sociales de la majorité des citoyens. Le droit est assez proche chez nous et aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas d'église établie chez eux. Mais chez nous, de par notre histoire, c'est plutôt le croyant qui est soupçonné de ne pas être totalement fiable parfois par certains non-croyants. Et parce qu'on se dit, il n'a pas encore été touché par les Lumières. Mais ça n'est pas de l'ordre de la laïcité. Ça veut dire que on a le droit, dans le cadre de la laïcité, d'être croyant. Et si les non-croyants trouvent qu'il y a trop de croyants, eh bien pour les convaincre de ne plus croire, il faut que les écoles les soumettent à d'autres façons de penser grâce aux disciplines comme la philosophie, l'histoire, les sciences, etc. Il faut que les bibliothèques soient ouvertes aux heures où les gens peuvent les fréquenter. C'est mon association qui se bat pour ça, qu'elles soient ouvertes le soir et les week-ends. C'est ça qui va convaincre peut-être de remettre en cause un dogme religieux et pas les interdits qui doivent être minimum, mais les interdits doivent intervenir pour faire respecter la liberté de conscience. Alors vous voyez, là je viens de vous parler de quelque chose de la laïcité, et j'ai fait partie de la commission qu'on a appelée la commission Stasi, qui à la demande du président de la République a quelque sorte fonctionné comme une sorte de, j'allais dire, de comité de sages pour proposer au Parlement des amendements, enfin des adaptations à la loi de 1905, et ça n'a pas été aussi loin qu'on aurait voulu, notamment du point de vue législatif. On avait, nous, deux propositions. Il y avait celle qui a été adoptée, l'interdiction des signes ostensibles dans les écoles publiques, pour protéger les jeunes filles de pression. Je pourrais y revenir si ça vous intéresse. Mais on avait aussi une autre idée, qui n'a pas encore fait son chemin, enfin qui fait son chemin, mais qui n'est pas encore dans la loi, qui est la reconnaissance d'un jour férié au choix. Vous voyez, le lundi de Pentecôte, je ne sais pas si vous savez s'il est son statut aujourd'hui, moi je ne comprends plus rien. Est-ce qu'il est férié, pas férié? Je ne sais plus. Eh bien, nous, on avait proposé que le lundi de Pentecôte, on le mette au choix. Qu'il y a des gens, les salariés, disent, moi, cette année, je m'arrête le lundi de Pentecôte, ou bien le jour de l'Aït, ou bien le jour de Kippour, ou bien le jour du Noël orthodoxe. Et ça serait le jour du choix, vous voyez, du choix d'options religieuses en début d'année. Alors, pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes musulman ou juif, vous avez le droit de vous arrêter le jour de votre fête. Mais vous devez vous déclarer à votre employeur. Vous devez aller voir votre employeur et dire « Je suis musulman ou je suis juif ou je suis juive, j'ai ma fête qui arrive ce jour-là, je veux m'arrêter. » Mais ça, c'est pas notre laïcité, c'est la discrétion de l'appartenance religieuse. Si on ne veut pas dire ce qu'on est, on a le droit, sauf si on est croyant et qu'on veut pratiquer sa foi, on doit se déclarer à son employeur. Et bien ça, c'est pas normal. La loi doit permettre qu'on n'est pas obligé de se déclarer. On marque notre choix, et puis vous direz, oui, mais celui qui s'arrête à l'Aïd, c'est un musulman, pas obligatoirement. Ça peut être un athée qui dit, tiens, l'Aïd tombe bien cette année, je prends mon week-end, hop, l'année prochaine, je prendrai le truc des juifs, ça marche mieux, etc. Donc ça permet de rétablir, ça permet de reconnaître la diversité religieuse qui existe dans notre pays,
tout en rétablissant cette discrétion de l'appartenance religieuse qui n'existe pas aujourd'hui pour nos compatriotes qui appartiennent à des croyances minoritaires. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand j'ai siégé à cette commission, on était vraiment d'opinions très variées. On a proposé quelque chose qui cherche à unir tous les Français. De gauche, de droite, croyants, non-croyants, tous les Français. Et il se trouve que, je vous dis pourquoi on m'a mis dans cette commission. On m'a mis dans cette commission, c'était sous Chirac, hein, c'est Chirac qui m'a proposé. Mais j'avais fait un rapport pour Lionel Jospin en 1997. Un rapport sur la politique française d'immigration et sur la nationalité. C'était quand, après avoir dissous l'Assemblée nationale, en 1997, Juppé étant Premier ministre, la surprise est que la gauche gagne les élections. Et on s'installe dans un régime qu'on a appelé la cohabitation. 5 ans de gouvernement de gauche, Chirac étant président de la République. Est-ce qu'on en a gardé un mauvais souvenir? Pas du tout, c'était même très bien. C'était à le moment où on parlait de la Dream Team, il y avait plein de ministres qui étaient des figures, c'était collectif. Il y avait Strauss-Kahn, Aubry, Chevènement, Alain Richard et bien sûr Lionel Jospin. Et puis il y avait Chirac au-dessus, de temps en temps il intervenait. Ça marchait pas mal. Les gens aimaient bien. Ceux qui n'aimaient pas, c'était les dirigeants politiques. Parce qu'ils devaient négocier, etc. Ils devaient faire attention. Ben oui, c'était pas mal. Et qui c'est qui a mis un terme à ça? Ben je le dis franchement, c'est Jospin. C'est lui qui a fait voter la réforme du quinquennat et l'inversion des élections législatives et présidentielles. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, je le dis franchement, c'est une rupture avec les valeurs de la gauche. Parce que la gauche, elle n'était pas présidentialiste, elle est parlementaire, elle est dans le collectif, elle est dans le travail participatif des parlements, du gouvernement, etc. Et la Constitution de la Ve République, elle est d'abord parlementaire. On va élire les parlementaires, mais c'est eux qui ont le pouvoir en réalité, c'est pas le président. On vit on vit dans une fiction aujourd'hui. Il faut ouvrir les yeux. Je vous demande, peut-être ce soir, si vous êtes fatigué, pas ce soir, mais demain matin, relisez la Constitution de la Ve République, si vous ne l'avez pas lue. Lisez-la. Qu'est-ce qu'elle dit? Regardez les pouvoirs du président, les pouvoirs du Parlement et les pouvoirs du gouvernement. Ben, c'est le président qui en a le moins. Il est là, il doit veiller au bon fonctionnement des institutions. Il est le chef des armées, il nomme aux emplois civils et militaires. Et puis il intervient en cas de crise institutionnelle. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais c'est tout. C'est le gouvernement qui dirige la politique du pays. C'est le Parlement qui vote les lois. Donc on est dans une sorte de fiction dans laquelle on s'est organisé, qui est le produit du fait que De Gaulle était le premier président de la Ve, que c'est sous sa présidence qu'on a fait ensuite l'élection du président de la République au suffrage universel. Mais à l'époque, le président avait un mandat de 7 ans. Donc dans le mandat de 7 ans, il y avait au milieu une élection législative. Donc il savait, le président, qu'il pouvait être battu aux législatives. Donc il se mettait au-dessus un peu. Parce qu'il disait, on ne sait jamais, après je vais être obligé de gouverner avec l'opposition. Qu'est-ce que ça fait le quinquennat? C'est que ça fait, je dis, le gars, il est président, il dit, bon, après je mets mon assemblée avec mon groupe politique, puis après je décide de tout. Je ne suis plus emmerdé. C'est exactement ce que les gens n'aiment pas, en fait. Et c'est pour ça que les présidents quinquennaux, ils n'ont jamais été réélus. Chirac, deuxième mandat, il ne peut pas faire troisième. Il n'a pas pu se présenter, il n'a pas voulu, il savait qu'il a été battu. Sarko a été battu, et Hollande n'a pas pu se représenter. Belle réussite, le quinquennat présidentiel. Alors maintenant, on a un nouveau président. Alors la nouveauté, c'est qu'il ne vient pas d'un parti dominant à gauche ou à droite. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, de dire, bah justement, continuons dans la nouveauté. Remettons la Constitution sur ses pieds. Relisons-la et faisons en sorte
que c'est le Parlement, c'est du Parlement que découle le pouvoir. Et ne nous posons pas la question « Oh, il faut donner une majorité au président ». Non, disons-nous en nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut comme orientation vers le pays. Et puis ensuite, le président, il a une fonction, c'est de choisir le chef du gouvernement, à condition qu'il ait une majorité à l'Assemblée. Et puis basta, c'est tout. Et rééquilibrons les institutions. Alors vous voyez, quand j'ai fait mon rapport sur l'immigration, j'avais une mission signée de Lionel Jospin sur proposition de Jean-Pierre Chevènement. J'ai consulté 200 à 300 personnes, tous les leaders politiques, Charles Pasqua, Philippe Séguin, bien sûr tous les membres du gouvernement de gauche, les syndicats, les patronats, tout le monde, les églises. Et puis j'ai fait un rapport. Et sur la base de ce rapport, et puis j'ai surtout consulté aussi les fonctionnaires de terrain. Vous voyez, je me suis méfié. Jean-Patrick parlait de l'inspection des finances. Alors en matière d'immigration, l'inspection des finances ne joue pas de grand rôle, mais l'énarchie, oui. Les énarques, dès qu'il est un peu au-dessus, là, c'est des énarques. Et bien eux, ils étaient, excusez-moi l'expression, vides de toute proposition. Ils ne comprenaient rien des problèmes que les fonctionnaires de police, par exemple, rencontraient sur le terrain. Je vous donne un exemple. Moi, je disais toujours, les fonctionnaires de police, ils ont les mêmes priorités que les associations de défense des étrangers. Oh, ah bon? Ben oui. Les fonctionnaires de police, une association de défense des étrangers, elle ne va pas se battre contre la reconduite à la frontière d'un gros trafiquant de drogue, condamné à une peine de prison et ensuite à l'interdiction du territoire. Donc, et le fonctionnaire de police, lui, il n'a pas envie de renvoyer le grand-père en situation irrégulière qui fait rien, qui viole pas la loi par ailleurs, et qui va chercher son petit-fils à la sortie de l'école. Il n'a pas envie d'aller l'arrêter à la sortie de l'école. Donc en réalité, le fonctionnaire de police, il est d'accord pour avoir comme priorité de s'attaquer à la grosse criminalité, comme les associations. En fait, ils sont d'accord pour travailler ensemble, quand on y réfléchit bien. Mais c'est en fait à partir du terrain qu'on le voit ça. C'est pas à partir d'être dans les nuages. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ce rapport. Quelques semaines plus tard, Juppé a dit qu'il était d'accord avec ce rapport. Quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, il a essayé de faire des trucs, puis finalement, il en a rajouté dans les catégories d'étrangers régularisables. Et donc, ça fait depuis 1998 que la loi est là, et que finalement, elle a apaisé le conflit sur l'immigration. En dehors du Front National, bien sûr qu'il y a quelques divergences entre la gauche et la droite, mais pas énorme. Contrairement, moi je vis une partie de l'année aux États-Unis, la politique d'immigration est explosée. Trump veut faire un mur, il y a 11 millions d'étrangers en situation irrégulière. Personne n'imagine ce que c'est les situations des étrangers en situation... Il y a 11 millions d'étrangers en situation irrégulière aux États-Unis. Il y a des gamins qui ont vécu là depuis 30 ans qui sont menacés d'expulsion. Donc c'était résolu par une démarche. Et alors je me dis au fond, voilà quel pourrait être le rôle d'un président de la République, c'est de regarder les sujets sur lesquels il doit y avoir un consensus droite-gauche, parce que c'est des sujets qui dépassent le conflit droite-gauche. La laïcité, ça nous unit tous. La façon dont on enseigne l'histoire de France, ça doit nous unir tous. La politique d'immigration peut avoir un cadre, mais sur les questions de politique économique, de la place de l'écologie dans la transformation de cette économie, sur l'organisation du code du travail, eh bien, il y a une droite et il y a une gauche. Et là, eh ben, c'est le gouvernement qui doit déterminer la politique de la nation. Il y a des sujets sur lesquels il y a un intérêt général qui doit permettre de rechercher l'unité, et c'est là le rôle d'un président de la République. Et puis il y a des sujets sur lesquels il est sain qu'il y ait des divergences et qu'il y ait des options. Parce que s'il n'y a pas d'options, eh bien on n'est plus en démocratie. On n'est plus en République.
Et donc, je crois que, voilà, je dirais qu'à partir des exemples que j'ai pu vivre moi-même, puisque je suis à la fois un universitaire, mais en même temps quelqu'un qui a été actif pour changer certaines politiques. Je pense donc à cette politique d'immigration et de la nationalité, où j'ai aussi été actif sur promouvoir l'égalité des chances à l'école, avec les meilleurs élèves de chaque lycée qui peuvent maintenant rentrer en prépa, en IUT et BTS. Enfin, j'ai fait des tas de petites choses de ce genre. Mais je dirais que on voit bien qu'il y a des sujets sur lesquels on doit chercher l'unité de la nation, mais d'autres sur lesquels il est important que les options subsistent, que le débat existe, et c'est à l'occasion des élections législatives qu'il peut se produire. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Pour ces propos très intéressants, je ne doute pas une seconde qu'il y a plein de questions dans la salle. Non, je fais un... Oui, Francis. C'est toujours celui du fond qui veut poser la première question. Bonsoir. Vous avez, il y a un moment où j'ai pas bien suivi. Vous avez parlé, vous avez fait une recherche sur le mot guerre et vous n'aviez pas trouvé la guerre d'Algérie. J'ai pas compris à quel endroit c'était. Est-ce que c'était dans les programmes scolaires? Puisqu'après, je voudrais faire. Non, c'était que dans cette enquête de l'Institut Montaigne, il y avait une annexe historique sur l'histoire des musulmans de France. Déjà, ça me pose un problème de parler comme ça, mais c'était comme ça qu'ils avaient fait. Et donc, ils avaient parlé de la participation des musulmans à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale, mais il n'y avait rien, je dirais, bon, l'Algérie, quand c'était la France, il y avait 90% de musulmans. Bon, sur le territoire algérien. Ils étaient français, d'ailleurs. Il y avait un islam français. L'empereur Napoléon III se déclarait empereur des musulmans. Empereur. Hein? Royaume arabe, c'est vrai. Mais bon, c'était pas très clair. Hein. Il n'a pas eu le temps de clarifier. Bon. En tout cas, c'était un territoire. Il y avait un islam français, qui était d'ailleurs directement géré par le gouverneur d'Algérie. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, si vous me posez la question, je vais peut-être faire un petit développement. Expliquez après pourquoi je vous avais posé la question. Alors, d'expliquer, puis après, je vais reprendre. Oui, parce qu'après, vous avez parlé d'éducation et des programmes scolaires. Oui. Et donc, j'avais cru que c'était dans ce cadre-là. Parce que sinon, je voulais rassurer tout le monde que la colonisation et la guerre d'Algérie sont bien enseignées au collège et au lycée. Et en troisième comme en première, on relie également la Constitution pour montrer les pouvoirs qui sont attribués au président et au Premier ministre et au Parlement. Donc voilà, puis je pourrais développer, mais c'était pour faire cette remarque-là. Alors je vais vous dire quelque chose. D'abord, je vous félicite de le faire, parce que c'est au programme, mais le programme est tellement vaste qu'on n'a pas toujours le temps de tout faire dans l'année. Donc vous avez choisi de le faire, mais il y a des collègues qui disent oh, c'est trop délicat, etc. On ne le fait pas, parce que c'est compliqué. Bon. La deuxième chose, c'est que souvent on fait la guerre d'Algérie, mais la colonisation, c'est plus compliqué à faire. Parce que d'abord, il y a différentes colonisations. L'Algérie n'est pas colonisée de la même manière que le Sénégal, et pas pareil que le Maroc, ou que la Syrie, ou que le Liban. Bon. Et c'est des sujets super compliqués. Mais il y a la particularité de l'Algérie, parce que c'était pleinement la France, du point de vue du territoire. Et c'était pleinement la France, mais la France, les valeurs de la France n'étaient pas appliquées. Liberté, égalité, fraternité n'étaient pas appliquées. Même si c'était sur les frontons des mairies, ce n'était pas dans la pratique. Et ça, c'est très compliqué à enseigner. Et on souffre toujours de cela aujourd'hui.
Parce que quand on dit la laïcité, attendez, vous comprenez rien, mais attendez, moi j'étais français quand j'étais en Algérie. Bah oui, mais non, mais l'Algérie, on n'appliquait pas la laïcité. On devait l'appliquer normalement, mais on a suspendu la loi de 1905. Si. Si, monsieur. Ah bah ça, je vous le dis. Eh ben oui, mais ils étaient quand même français. Ils n'avaient pas la citoyenneté, mais ils avaient la nationalité. Eh ben, mais ils étaient français. Si. Mais, monsieur, ça ne s'oppose pas. En 62, ils ont eu l'option. Bon. Mais je vais vous raconter une histoire. J'ai un de mes thésards qui travaille sur les questions de nationalité pendant l'Algérie coloniale. Alors, ce qu'on appelait les musulmans d'Algérie allaient parfois faire le pèlerinage à la Mecque. Et donc, ils quittaient le territoire algérien. Et puis, comme ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, certains d'entre eux perdaient leurs papiers. Et donc, ils allaient au consulat de France, à Constantinople, à l'époque ça s'appelait Constantinople, ou bien ailleurs, pour demander un laissez-passer pour rentrer chez eux. Mais laissez-moi finir. C'est autre chose, c'est pas du tout autre chose. Et alors là, la question était, est-ce qu'ils sont de Tunisie, du Maroc ou d'Algérie? Parce qu'il fallait apporter une preuve. Et c'est là qu'à ce moment-là, on disait, ah ben vous êtes français, parce que vous êtes d'Algérie. Et on leur donnait un certificat de nationalité française. Alors le mot nationalité, d'ailleurs, il naît au milieu du 19e siècle, hein, même du point de vue, on disait qualité de français. C'était l'expression de l'époque. Mais ils étaient français, mais ils étaient du second collège. Où on ne leur appliquait pas le code civil. Mais au niveau du droit international, ils étaient français. Si. Ils n'étaient pas vraiment français. Là où vous avez raison, c'est qu'ils n'étaient pas pleinement français. Du point de vue de comment nous, on voit le français. Mais du point de vue de l'étranger, il était français. Et ben voilà, c'était ça le problème. Mais avant eux, il y a eu Clémenceau. Avant eux, il y a eu Clémenceau, qui a voulu le faire en 19, qui n'a pas pu, et il y a eu Léon Blum, qui a essayé de le faire aussi. Bon, donc si vous voulez, non mais pour continuer, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive? Il y a au moins 4 ou 5 catégories de Français qui ont laissé une partie de leur cœur en Algérie. Il y a les Juifs qui étaient là avant la conquête arabe. Il y a les Pieds Noirs, qui venaient de plusieurs, qui n'étaient pas obligatoirement d'origine française. Il y a ce qu'on a appelé les Harkis. Et puis il y a ces musulmans d'Algérie qui sont devenus algériens indépendants, mais qui ont quand même, soit sont restés en France, soit qui sont venus. Et ces 4 catégories de Français, qui sont devenus français par la naturalisation plus tard, où leurs enfants sont devenus français par la naissance. Et bien ces 4 catégories de Français gardent une blessure dans leur cœur. Et ont le sentiment d'avoir été abandonnés. Les 3 premiers par De Gaulle. Et les autres par le FLN. Et je vais vous dire quelque chose, le problème c'est qu'on n'arrive pas à en parler. On garde ça sur le cœur et on n'arrive pas à en parler. Si vous me permettez, je vais vous raconter une histoire pour vous montrer comment ça marche. Il y a eu il y a quelques années un livre qui a été écrit, Vichy, un passé qui ne passe pas. Henri Rousseau, mon collègue historien, et puis un journaliste, Éric Conan, qui est à Marianne. Alors c'était, voilà, ils écrivaient aux Juifs de France, arrêtez d'être obsédés par Vichy, le crime nazi de Vichy a été reconnu, les archives sont ouvertes, la réparation a été faite, il est temps de regarder vers l'avenir. Et il disait, certains juifs souffrent de névrose obsessionnelle, par cette obsession de Vichy. Mais si vous souffrez, vous, à titre personnel, d'une névrose obsessionnelle, et que vous souffrez tellement que vous allez voir un psychanalyste ou une psychanalyste,
et vous dites à cette psychanalyste, je souffre, je suis obsédé par cette personne, j'en rêve jour et nuit, je ne peux pas quitter, etc. Ou bien par tel événement. La psychanalyste va essayer de trouver la vraie cause de votre obsession qui n'est pas celle dont vous avez conscience. Donc si vous êtes obsédé par Vichy, c'est que ce n'est pas Vichy le problème. Et quel était le problème? Le problème, c'était De Gaulle. Parce que De Gaulle avait blessé les Juifs lorsqu'il déclare en novembre 1967, après la guerre des 6 jours, il fait une conférence de presse et il parle des Juifs, peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Et tous les Juifs se sont blessés, qu'ils soient complètement athées ou le grand rabbin de France, depuis Raymond Aron jusqu'à donc le grand rabbin Kaplan, en passant par Cohn-Bendit. Simplement, De Gaulle est inattaquable. On n'a pas le droit d'y toucher. C'est une icône. Donc on ne peut pas taper sur De Gaulle et critiquer De Gaulle, donc on tape sur Vichy. Alors il n'y a pas de problème, vous pouvez taper sur Vichy. Personne ne va venir à la défense de Vichy, ou très peu. Eh bien on a le même problème avec l'Algérie. On n'arrive pas à prendre la distance, à dire, bon, De Gaulle quand même a menti, hein, il y a des choses qui se sont passées, etc. Et il faut qu'on arrive à crever ces abcès. Parce que le fait qu'on ne les ait pas crevés, ça fait qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un comme M. Zemmour, qui vend 500 000 exemplaires de son livre, qui est l'inverse d'un livre d'histoire, qui est un livre de délire historique. Mais il est, lui qui est juif algérien d'origine, il dit De Gaulle, c'est être exceptionnel, etc. Alors que De Gaulle a blessé 2 fois sa famille, d'abord en faisant les accords d'Évian, probablement, et avec cette phrase. Au lieu de le reconnaître et de dire, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et moi, je suis bien sûr d'accord avec De Gaulle qu'il ait fait l'indépendance. C'était très bien qu'il la fasse. Mais il a blessé. Il a des tas de Français qui restent blessés par cette période et des gens qui souffrent de cela. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, je fais la foire du livre, le premier bouquin que je fais. J'étais assis à côté d'un auteur français d'origine algérienne de Marseille. Et il avait tous ses fans. Il y en a un qui arrive, qui veut lui faire signer ce livre. C'était pas loin, c'était loin, c'était au Mans. Et le gars venait de Rouen. Et puis il voit mon bouquin, La France et ses étrangers. Et il me dit, je hais la France et les Français. Ah bon? Je lui dis, mais vous êtes de quelle nationalité? Il me dit, je suis français. Je lui dis, mais alors vous haïssez vous-même? Vous me haïssez moi, mais pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Il me dit, vous savez pas ce que les Français ont fait à mes parents? Mais j'y sais qui vos parents? Il me dit, ce sont des harkis qui ont failli mourir parce qu'ils ont failli être renvoyés vers le FLN. Et puis après, on les a mis dans des camps pendant des années. Mais je dis, mais vous croyez que je suis responsable de ça? Vous croyez que les Français n'ont pas eu honte quand ils ont appris comment on avait traité vos parents, qui avaient servi l'armée française, quelle que soit l'opinion qu'on avait sur cette guerre, ils avaient servi l'armée française. Ils auraient dû être respectés. Que vous en vouliez, mais pourquoi vous en voulez aux Français? Ils y étaient pour rien. Il y a eu des ordres donnés par le gouvernement de Gaulle, à Mesmer, etc. Que vous en vouliez à De Gaulle ou à Mesmer, d'accord, mais aux Français eux-mêmes, on a découvert ces choses-là beaucoup plus tard. On ne savait pas. Alors il me regarde, il me dit, mais je n'avais jamais fait la distinction entre les Français et le gouvernement. Et le fait d'en parler, le fait de pouvoir en parler, tout d'un coup, ça débloquait quelque chose qui était resté en lui parce qu'il n'avait pas pu en parler. Et ça, c'est ce qui nous arrive aussi. On n'arrive pas à se parler entre nous, à raconter les mémoires douloureuses de cette période. Et parce que moi, je sais que pour ceux qui viennent d'Algérie, quel que soit le camp auquel ils appartenaient, aujourd'hui, ils peuvent se parler parce qu'ils partagent le même amour de cette terre, parce qu'ils avaient déjà des choses en partage et que la guerre n'a pas supprimé ça. Et que aujourd'hui encore, on a gardé des pancartes de l'époque sur les plages, là où en 1942 les Américains ont débarqué. Il y avait des magnifiques pancartes interdits aux chiens, aux juifs et aux arabes. C'est les Français qui avaient mis cela, monsieur. C'était le gouvernement de Vichy. Alors là, et vous savez d'ailleurs que là, il faut le reconnaître à De Gaulle. C'est De Gaulle qui fait rétablir le décret Crémieux que Darlan et Giraud
dont Darlan et Géraud avaient maintenu l'abrogation qui avait été faite par Vichy. Donc, vous voyez, je suis d'accord avec vous, mais vous voyez que cette histoire-là, ben on l'explique. Oui, ben voilà. Ben ce que je vous dis, c'est que parce que c'est compliqué, on évite souvent d'en parler. Et comme on évite d'en parler, ça nous revient dans la gueule. Donc on a à la fois, je termine, Zemmour qui nous dit, voilà, c'est le retour. C'est pareil, on est dans la même situation, le grand remplacement, on va se faire remplacer, on va être mis dehors de notre pays comme nous on l'avait été d'Algérie, etc. Vous en avez d'autres qui disent, on vit comme dans le passé, dans un statut de colonisé. Hein, la France est un pays post-colonial, la colonisation continue, on est traité comme des colonisés, alors que sous la colonisation, les discriminations étaient légales, alors qu'aujourd'hui, l'accès à l'hôpital, à la santé, à l'école, au service public, au code civil, tout ça c'est pour tous les Français, et que s'il y a des discriminations, elles sont illégales. Et c'est pas pareil. Bien sûr qu'elles existent, les discriminations, mais quand elles existent, elles sont illégales. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, ça nous mine parce qu'on n'arrive pas à en parler. Et parce qu'on n'arrive pas à partager et à confronter les mémoires à l'histoire. Parce que parfois on a des mémoires, même moi ça m'arrive comme historien, de croire qu'un truc s'est passé telle date, et puis en fait je vérifie si je me suis trompé. Parce que la mémoire parfois vous trompe. Même si on est sûr de quelque chose, quand on vérifie, on se dit, ah bah tiens, non, en fait c'était pas comme ça que ça s'est passé. Voilà, j'étais un peu long, mais la question, je pense, méritait cette extension. Oui, merci. Oui, moi j'aurais une question sur la laïcité. Juste, le décret Crémieux a été pris à Tours, au musée des Beaux-Arts. Enfin, vous le savez tous. La laïcité qui a fait l'objet dans le cours de la campagne électorale et même de la campagne des primaires des socialistes de débats qui, moi, m'ont paru complètement abscons. Est-ce que vous auriez 2 mots à nous dire sur finalement cette division d'une laïcité qui ne prendrait pas en compte, disons, la possibilité de croire ou de ne pas croire. En gros, la laïcité, c'est la liberté de conscience, donc de croire ou de ne pas croire, et une laïcité qui serait plus, disons, contrainte, et sans parler évidemment de la laïcité qui est, elle, instrumentalisée par l'extrême droite. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot là-dessus? Parce que j'avais trouvé votre discours extrêmement clair, en particulier à l'investiture de Benoît Hamon. Vous savez, moi j'ai tendance à me répéter, parce que oui, c'est vrai. Donc la laïcité, c'est la liberté de conscience. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on ne l'enseigne pas clairement. Moi, je disais à Jean-Patrick que je suis allé à Lille la semaine dernière pour l'inauguration d'un parcours de formation des bibliothécaires à la laïcité notamment, et je regardais la charte de la laïcité telle qu'elle est dans les écoles. Excusez-moi, elle est imbitable. Voilà. Elle est confuse. Quand on lit ça, moi je comprends rien. Alors si moi je comprends rien, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a un prof d'histoire de Marseille qui m'a demandé de venir parler de mon livre. J'ai dit oui, pour faire 3 interventions dans une après-midi. J'ai dit oui. Alors il fallait consulter le conseil des élèves, je ne sais pas comment ça marche. Maintenant, il est revenu en disant les élèves sont d'accord, mais ils mettent une condition, c'est que vous ne parliez pas de laïcité. Ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire, depuis les attentats, on a dû les convoquer et leur faire la messe en latin. La laïcité, c'est la tolérance, c'est ceci, c'est cela, c'est le respect d'autrui. Mais je dis, mais attendez, je dis non. Parce que la République, c'est aussi la tolérance, et la démocratie aussi, c'est la tolérance. C'est pas que... Donc qu'est-ce qui fait que la laïcité est différente du terme qu'est-ce qui fait le vivre ensemble? Ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est vivre ensemble, c'est aussi la République, parce que la fraternité, c'est dans la devise républicaine, donc c'est pas la laïcité. C'est tout mélanger, tout dans la tête des jeunes. On ne comprend plus rien quand on parle comme ça. Et on finit par les rendre allergiques à l'une des plus belles valeurs de notre République.
Donc pourquoi c'est une belle valeur? Parce que c'est l'idée de libre conscience, de libre choix. Et en quoi c'est différent de cette bataille entre soi-disant 2 ou 3 conceptions de la laïcité? Ben, c'est que le libre choix, ça veut dire que le croyant a le droit de croire. La laïcité, croire n'est pas contraire à la laïcité. Porter un signe religieux dans les espaces où ce signe est autorisé n'est pas violer la laïcité. Ceux qui la violent sont ceux qui s'attaquent aux personnes en violation de l'article 31, c'est-à-dire qu'ils font des pressions sur une personne qui respecte la loi. Mais en revanche, faire pression pour faire pratiquer une foi, c'est aussi contraire. Parce que c'est contraire à la liberté de conscience. Donc, une fois qu'on a bien compris que c'est ce principe-là qui est fondamental, et que tout découle de là, après on est d'accord. Parce que après, écoutez, moi je suis président de Bibliothèques sans frontières, si on est vraiment un combattant d'une laïcité au sens pour réduire ce qui n'est pas la laïcité pour moi, c'est-à-dire pour la libération des consciences par rapport aux dogmes religieux, on devrait se battre pour que les bibliothèques soient ouvertes le soir, le week-end, etc. Et les mêmes syndicats qui sont pourtant laïques, au sens où ils ne sont pas religieux, devraient être les porte-drapeaux des ouvertures de ces bibliothèques, quand parfois ils freinent cette ouverture. Parce que c'est comme cela que l'on crée une république de libres penseurs. Et je ne dis pas libres penseurs par rapport à un courant d'idées, mais je dirais parce que c'est le fondement de la République. C'est ce que Clémenceau disait dans une lettre à l'institutrice du 18e arrondissement en 1870, que c'est la liberté de conscience qui est la valeur fondamentale de la République, de la laïcité. Donc si vous voulez, voilà, une fois qu'on a vu ça, tout découle de là. Les jeunes filles dans les écoles publiques, pourquoi on a proposé l'interdiction des signes religieux? C'est pas parce qu'elles portaient des signes religieux et que nous, commission Stasi, on a dit c'est pas ce signe veut dire ceci, la domination de la femme. On ne sait pas. Chaque personne le porte pour différentes raisons. La loi ne va pas s'intéresser à ce qu'il y a dans la tête des gens. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que comme le port du voile était autorisé, il y avait des groupes de jeunes hommes qui allaient s'attaquer aux filles qui ne portaient pas le voile en leur disant « Regarde, le port du voile est autorisé, donc ça veut dire que si toi tu ne le portes pas, c'est que tu as fait le choix de ne pas le porter, donc tu es une mauvaise musulmane, on va te faire ta fête à la récré, etc. » Et donc il y avait des pressions qui sont contraires à la loi de 1905. Donc ce qu'on fait par rapport à ces pressions, on pouvait convoquer les garçons, leur mettre un avertissement, l'exclusion, après ils allaient devant le tribunal, enfin, ça ne marchait pas. Comme on sait bien qu'on a ce système qui est bancal, mais qui existe, avec l'école privée sous contrat, on sait que l'école privée sous contrat, c'est quand même fait, je dirais, un peu plus pour des familles croyantes que pour les... Voilà, c'est quand même les écoles catholiques qui sont principalement les bénéficiaires du système. Donc, on a dit, celles qui veulent porter le voile peuvent aller dans des écoles privées sous contrat, même parce qu'elles sont obligées de recevoir des enfants même d'autres croyances. Et puis, à l'école publique, on ramène la paix et l'ordre public en interdisant les signes ostensibles. Voilà. Alors, c'est bancal, c'est pas génial du point de vue des principes, parce que ça limitait la liberté de conscience des jeunes filles qui portaient le voile sans faire pression sur qui que ce soit. Mais c'était une façon d'organiser les choses pour qu'il n'y ait plus de pression du tout. Voilà. Voilà comment expliquer le rapport de la commission Stasi. Ce n'était pas un jugement sur le port d'un signe religieux. Le jugement sur le port d'un signe religieux, vous avez chacun le droit de l'avoir. Et si vous trouvez que c'est inadmissible qu'une femme porte le voile parce que pour le sens que ça a, en tant que citoyen ou citoyenne, vous avez le droit d'aller voir cette femme, de discuter avec elle. Pourquoi vous le portez? Enfin, vous voyez, de la convaincre. Mais il faut plutôt essayer de la convaincre que de lui interdire. En tout cas, dans le cas de la laïcité, ce n'est pas l'interdit qui est premier, c'est la liberté.
Je vais faire comme vous, Monsieur Veil. Je vais raconter une histoire. C'était il y a quelques années, dans cette salle même, à propos de laïcité, mais après je passerai au sujet qui me préoccupe. Nous avions une réunion avec énormément d'enseignants, l'inspecteur d'académie et l'ancienne adjointe à l'éducation, Régine Charvet-Pelleau. On parlait de laïcité. Et donc j'ai un peu invectivé les enseignants en leur disant que souvent ils confondaient la laïcité avec l'athéisme et l'athéisme avec l'anticléricalisme. Voilà. Moi j'ai rarement rencontré de vrais athées. Ce sont souvent des gens qui ont eu des problèmes avec l'Église, avec un prêtre, voilà. Mais des vrais athées philosophiques, j'en ai rarement rencontré. Il y en a sûrement dans la salle, très bien, mais vous m'expliquerez. Mais ils ont le droit que vous n'êtes pas anticléricaux. Voilà. Bon, ça c'est une parenthèse. Non, pardon ? Il y en a aussi dans la salle. Des anticléricaux, oui, sûrement. Non, je voulais revenir au premier point que vous aviez abordé, qui est le problème de l'identité. Nous avons chacun une identité dans une république où nous sommes sous un régime d'égalité. Néanmoins, cette égalité, à mon sens, tourne parfois à l'égalitarisme. Et par exemple, nous sommes tous égaux devant tout. Et y compris devant la nature, on aimerait nous sentir égaux. Me semble-t-il que nous ne sommes pas fondamentalement ni foncièrement égaux, puisque nous sommes tous individuellement différents. Et que cette recherche d'identité, vous disiez tout à l'heure, on se caractérise par notre religion, par le village, voire le pays, le village d'origine, voire l'école que nous avons fréquentée. On se retrouve souvent sur des valeurs comme celle-ci. Et je voudrais opposer individu et individualisme, parce que nous sommes dans une société constituée d'individus, mais qui nous pousserait parfois à l'individualisme, c'est-à-dire se regarder soi-même par rapport aux voisins, par rapport à... etc., puisque nous sommes dans un monde tellement ouvert, la mondialisation qu'on appelle, mais un monde tellement ouvert que j'ai le sentiment que chacun y perd un petit peu son latin, sans parler de religion. Écoutez, moi je n'oppose pas ce qui est commun à ce qui nous diffère, c'est complémentaire. Il y a un magnifique ouvrage que je vous conseille de Mona Ozouf qui s'appelle Composition française. C'est Mona Ozouf qui est une grande historienne, son père était un peu autonomiste breton et sa mère institutrice en Bretagne, et elle raconte comment son identité s'est composée par sa mère qui était vraiment, républicaine, laïque, et le père qui valorisait l'identité bretonne. Bon. Moi, quand Sarkozy a lancé son débat sur l'identité française, j'ai écrit un long article qui est devenu un petit livre qui s'appelle Être français et les 4 piliers de la nationalité. Pour moi, il y a 4, après toutes les recherches que j'ai faites pendant des années, il y a 4 piliers qui nous unissent. Il y a d'abord le principe d'égalité, qui est plus fort, vous pouvez le regretter, mais il est plus fort chez nous qu'il ne l'est aux États-Unis, en Angleterre, que le principe de liberté. Et vous voyez quand Christiane Taubira présente sa deuxième loi, qui porte son nom, la loi pour le mariage pour tous, elle le fait au nom du progrès du principe d'égalité dans le Code civil, et non pas au nom du progrès du principe de liberté. Parce qu'elle aurait pu dire, c'est aussi un progrès du principe de liberté, des couples homosexuels d'avoir les mêmes droits que les autres. Et il est vrai que, par exemple, alors je vais vous raconter encore une histoire. Un jour, par hasard, dans les archives, il y avait un sénateur qui était très francophile, qui parlait très bien français, qui était le leader des anti-esclavagistes au Sénat dans les années milieu du 19e siècle. Il avait été cané par un pro-esclavagiste, il était venu se faire soigner pendant 3 ans à Montpellier. C'était une des grandes facultés de médecine de l'époque. Et il avait son meilleur ami qui était professeur de sciences politiques à l'université de Columbia, à New York. Et cet ami
professeur était d'origine prussienne. Et après la victoire, on parle de Tours, c'était dans cette période 1870-1871, le gouvernement provisoire était réfugié à Tours. C'est jamais bon signe. Après la défaite de la France face à la Prusse, ce professeur est fier de ses origines prussiennes et il dit « Je reçois du gouvernement de Berlin une demande de collecter des fonds pour l'édification d'une fondation Bismarck à l'université de Strasbourg. » Alors il écrit à son ami « Je vais faire une petite collecte et je serai quitte. » Visiblement, le gouvernement allemand veut faire de Strasbourg une université de premier rang, ce qui signifie quelque chose, car les Français l'ont négligé et ont toujours négligé tout, sauf Paris, dit-il. Mais ça m'amène à cette vieille question. Qu'est-ce qui fait que les Français sont le seul peuple capable de convertir des peuples conquis? Ces peuples ne reçoivent rien de la France. Et pourtant, au bout d'un certain temps, ils parlent pour la France. Qu'est-ce que c'est? Ni les Anglais, ni les Allemands, ni les Américains n'y arrivent. Qu'est-ce que c'est? Alors là, il parlait des Strasbourgeois, enfin des Alsaciens. Et qu'est-ce que c'était? C'était quelque chose qui avait déjà été noté par des philosophes anglais. C'était que quand les territoires étaient raccrochés au royaume de France, ils étaient égaux devant le roi. Et ensuite, il y avait l'égalité dans la République. Donc, le fait d'être... Alors que les Strasbourgeois, rattachés après 1871 à l'Empire allemand, étaient une colonie. Ils avaient un statut inférieur. Ils recevaient de l'argent, mais ils étaient inférieurs en droit. Eh bien, le statut d'égal en droit donne un sentiment d'appartenance. Alors, bon, il y a aussi l'égalité dans le Code civil, dans l'héritage que Balzac combat, etc. C'est un truc très important. Et après, bien sûr, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Il faut un siècle et demi, encore, c'est pas fini. Bon. Mais le combat pour l'égalité, qui est à la fois un truc auquel on est attaché et un programme d'action, c'est très important. Ensuite, il y a la mémoire de la Révolution. Avec les Américains, nous sommes le seul peuple qui a une mémoire plutôt positive de sa Révolution. Ce qui nous amène à vouloir renverser tout de temps en temps, en tout cas à manifester régulièrement, et tout le monde nous regarde parce il y a beaucoup de gens qui manifestent comme nous. Et même la droite, ça a déteint sur les conservateurs qui sortent autant dans la rue maintenant que la gauche révolutionnaire ou non révolutionnaire. Bon. Après, il y a le statut de la langue et de la culture. Je passe vite, mais il n'y a pas beaucoup de pays où toute l'élite veut terminer dans une académie qui se réunit une fois par semaine pour faire le dictionnaire officiel. Bon. Et enfin, il y a la laïcité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 4 principes qui nous unissent ont été mis en œuvre dans le respect de la diversité de chacun. Et quand je reviens sur la laïcité, la liberté de conscience, c'est le principe fondamental. Mais prenons l'exemple des sonneries de cloche. L'oreille d'un athée ne supportait plus, après la loi de 1905, l'appel à la messe tôt le matin, tous les jours. Moi, j'habite maintenant à Paris, près d'une église. Je peux vous dire, quand les cloches sonnent, elles sont comme dans ma chambre. Bon, heureusement qu'elles ne sonnent que le dimanche matin. Mais je sais que je ne peux pas faire une grasse matinée le dimanche matin à cause de l'appel à la messe. Eh bien, il y a eu un compromis. Puisque il y a des domaines où vous pouvez être libre de faire vos prières, de ne pas les faire, de ceci, mais il y a des domaines où vous devez réfléchir avec vos compatriotes à comment respecter les uns et les autres. Oui, mais alors pourquoi dans une république laïque, la fête de Noël, le lundi de Pâques, après-demain le jeudi de l'Ascension, le 15 août, sont des fêtes religieuses encore? Eh bien, parce que nous avons non pas des racines, car nous ne sommes pas des arbres, parce que nous pouvons bouger, mais nous avons un héritage. Voilà. Nous avons un héritage chrétien et catholique, et nous avons le droit de le renier, mais nous avons aussi le droit de l'accepter, et de l'amender, et de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, faisons au choix le lundi de Pentecôte. Vous savez pourquoi on fait le lundi de Pentecôte? Pourquoi c'est férié? C'est pas parce que c'est religieux. Pour se poser de quoi? Du dimanche de Pentecôte, qui était le dimanche des premières communions, où les gens faisaient de tels repas
après la messe qu'ils n'arrivaient pas à se lever le lundi. Et donc, c'est sous la République qu'on a dit, ça ne sert à rien de faire travailler les gens le lundi de Pentecôte, on va le déclarer férié. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, ça a à voir avec notre façon de fêter les premières communions à l'époque. Bon, donc voilà. Et il y a moins de premières communions. Donc si vous voulez... voilà, donc ça c'est des choses. Si on se parle, et c'est pour ça qu'on... de son domaine d'activité, comment on devrait avoir les élections en respectant cette inversion du calendrier, comment devrait se présenter un candidat à la présidentielle? Sur quelle base? Alors déjà cette année, comme l'a dit Jean-Patrick, c'est un peu différent. Parce que cette année, on avait tous anticipé que Marine Le Pen serait au second tour. Ce qui aurait, en 2002, la surprise a été que Jean-Marie Le Pen était au second tour. Cette année, la surprise aurait été que Marine Le Pen ne soit pas au second tour. Ça aurait été la surprise. Donc, comme on a anticipé ça, on se préparait, bon gré mal gré, à aller voter pour le candidat qui resterait face à Marine Le Pen. Bon, et non, les gens ont dit, voilà, je prends celui-là, pour faire face à Marine Le Pen. Mais ce candidat qui se retrouve face à Marine Le Pen, une grande partie de ses électeurs n'ont pas été votés pour son programme. Ils ont été votés pour faire battre Marine Le Pen. Donc c'est maintenant qu'on va décider des programmes. Les gens, ils ont présenté des programmes pour voilà, mais en réalité, le vrai programme politique du pays, d'ailleurs le président aujourd'hui, il ne peut rien faire, pour l'instant il ne fait rien, parce qu'il fait des cérémonies, il va à la pyramide, il va à Versailles, il va à ceci, il va à cela, mais il ne fait rien, parce que de toute façon, c'est le Parlement. Il attend de savoir quel Parlement les Français vont élire. Mais c'est quand même surprenant qu'on ait toute une campagne électorale basée sur un programme. Et les affaires ont fait que justement, certains se sont plaints de ne pas présenter un programme qui en réalité était un programme de députation quelque part. Mais si, eh bien, vous avez raison. Mais le problème, c'est que la presse n'a pas fait son travail. Au lieu de dire aux gens, il y a 2 élections, faites attention, et d'expliquer les pouvoirs du président par rapport aux députés, la presse ne parle jamais de ça. Jamais on explique aux Français la différence entre les pouvoirs du président et... Alors, là où on s'en serait rendu compte, je m'excuse de revenir sur ce moment douloureux, c'est si Jospin avait dit, en 2002, je ne veux pas être président de la République, je veux qu'on me renouvelle comme Premier ministre. Et je me présente aux législatives à la tête de coalition de gauche, et je me fais réélire. Et à l'élection présidentielle, Chirac aurait pu dire, je me présente, et on aurait dit, eh ben les socialistes auraient dit, on met Pierre Mauroy, qui aurait présidé la République, mais Jospin aurait, s'il avait été élu, mais Jospin aurait gouverné. Alors je vais vous dire, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il propose? Mais vous savez, il y a plusieurs républiques en Europe qui élisent leur président de la République. Je pense, vous savez ce qui est arrivé en Autriche l'année dernière, les 2 grands partis, les 2 candidats des grands partis ont fait chacun 11%. Et en deuxième tour, il y a eu le candidat de l'extrême droite et le candidat des écologistes. Et il a fallu faire 2 fois un vote, parce que c'était trop serré la première fois entre l'écologiste et finalement l'écologiste a été élu président. Mais le gouvernement, c'est l'Assemblée. Alors le président de la République en Autriche, il a même le pouvoir de renvoyer le gouvernement, ce que le président français n'a pas. Le président français n'a pas le pouvoir de renvoyer le gouvernement. Il doit le pouvoir de le nommer, mais si le président a la confiance des députés, il n'a pas le droit de le renvoyer. Les gens ne le savent pas, ça. Ils croient que le président peut renvoyer le gouvernement. Ce n'est pas vrai. Il le peut en Autriche, il ne le peut pas en France. Eh bien, vous voyez, l'Autriche est un pays voilà, où le Portugal... Le Portugal, c'est un mandat de 5 ans pour le président et de 4 ans pour les députés. Moi, je proposerais de réinstaller un décalage pour que les gens recomprennent que c'est différent. Et qu'on mette, puisque le président a été réduit de 7 à 5, qu'on remette les parlementaires de 5 à 4. Hein? Et à ce moment-là, ça recréerait ce décalage qu'il faut recréer pour que les gens comprennent qu'on est sur un autre rythme, avec d'autres pouvoirs, et pas qu'on n'est pas collé à l'élection présidentielle. Mais
vous savez, on peut relire même le dernier quinquennat qui vient de, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais qui vient de se dérouler à la lumière de cela. Parce que finalement, c'était un peu ça le sujet, moi je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Hollande, il est élu, et derrière, il y a une assemblée qui est élue, qui a la majorité absolue. Et donc, il considère, et tout le monde considère plus ou moins, que finalement le Parlement est l'émanation du président de la République. Et quand on commence à avoir des discussions à l'intérieur du groupe où on n'est pas d'accord, pourquoi? Mais des discussions, c'était des discussions de fond et on les a eues. Parce que je pense, et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui, que François Hollande réalise, paradoxalement, relisez les 60 propositions, on les a plutôt réalisées. Mais il pense, à mon avis, profondément qu'il faut réorienter la politique. C'est-à-dire que le truc socialiste, lui, il glisse sur ce qu'est en train de faire Macron aujourd'hui. Moi, je pense qu'il veut faire ça. Et donc là, se pose un vrai problème, parce qu'il y a une partie du groupe qui dit bah non, nous, on n'est pas pour ça. Et donc, c'est l'histoire des frondeurs qui se radicalisent. Les autres disant mais vous êtes des traîtres au président de la République, eux considérant au contraire qu'ils sont conformes au mandat parlementaire sur lequel ils ont été désignés, qui était plutôt la plateforme du parti, etc. Et à partir de ce moment-là, c'est pas que des histoires de bisbilles entre nous, d'ego, etc. Bon, ça existe, mais il y a des débats de fond. Et je pense qu'on a été pris dans la question des institutions. Toute une partie de mes collègues parlementaires disant « mais non, c'est une insulte, enfin, vous trahissez le président de la République, etc. » Moi, je trouve que l'argument... Moi, je n'avais pas le sentiment, comme parlementaire, voilà, de voir quelque chose au président de la République. Évidemment, on est globalement du même parti. D'autant plus que, finalement, moi, j'avais été élu avant. Donc, alors on est plutôt dans la loyauté au parti, etc. Mais on a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. On a quelque chose qui... Voilà. Parce qu'on vous dit... et du coup, alors j'en ai parlé tout à l'heure aussi, vous rajoutez là-dessus la majorité absolue qui fait que, finalement, paradoxalement, enfin non, ça n'aide pas au débat. Donc, on tue le débat parlementaire. Je le disais hier, quand on est pris dans la loi travail, on aurait pu s'y prendre autrement. On arrive, bon, sur l'article 2, l'inversion de la hiérarchie des normes. Il y avait une majorité pour le faire voter, pour qu'il passe cet article-là. Il suffisait de le mettre aux voix, la droite, elle le votait. Alors, elle pouvait faire le choix, mais sur le fond, idéologiquement, elle était d'accord. C'est d'ailleurs ce qui va revenir là. C'est qu'il y a un glissement et il va y avoir une majorité pour faire. On aurait vu si, au bout du bout, comme sur la loi Macron, il fallait mettre le 49.3. Mais là, ça a été hyper violent de faire que... alors moi, je le dis d'autant plus que j'avais été un des rares députés à dire à la presse, mais vous allez voir, ça va se passer comme ça. Manuel Valls, il va arriver, il va dire, allez, on met le 49.3 au bout de 2 heures de débat. Tout le monde va dire, non, c'est pas possible, etc. Bon, c'est quand même ça qui s'est passé. Et donc, ça délégitime complètement le Parlement. Et d'ailleurs, je rajoute un élément, on est dans un truc paradoxal, parce que là, on nous annonce qu'on va faire, on va reprendre la réforme et qu'on va la faire par ordonnance. Bon, moi, je vous ai dit ce que j'en pensais, mais techniquement, dans la loi travail qui a fini par être adoptée au 49.3, l'article 1 dit on réécrit, une commission est mise en place pour réécrire le code du travail. Donc, normalement, il n'y a pas besoin de faire par ordonnance, etc. Vous avez déjà, normalement, il suffit de reprendre la loi, de mettre en place la commission, qu'elle fasse son travail, et puis elle revient avec un nouveau code du travail. Puis là, on verra comment on procède. Alors que là, on est reparti dans une procédure de concertation avec les syndicats, pourquoi pas, hein, c'est plutôt ce qu'il faut faire. Puis il y a une obligation à l'article 1 du Code du travail, mais du coup, on est déjà en contradiction avec la loi qu'on a votée. Donc ça va être très compliqué, cette affaire-là. Alors, ce qui veut dire, pourquoi? Parce qu'il y a l'idée de rajouter des choses dont on a difficulté à parler pour le moment. Donc, c'est pas de bon augure. Pas sûr d'avoir simplifié les choses, là, mais... C'est la dernière. Enfin, avec monsieur, on prend 2. C'est pas long comme question. Hein. Et au fait, tout à l'heure, vous disiez que le dimanche matin, vous n'arrivez pas à dormir parce qu'il y a la cloche qui sonne. Alors, j'aimerais juste vous dire que si ça sonne, il faut aller à l'église. Comme ça vous empêcherait de faire de la sieste. Alors, monsieur. Une autre question. J'arrive.
l'inversion des normes me fait penser furieusement aux syndicats jaunes du début du XXe siècle, présidés par Bietri, et qui voulaient faire travailler, où les gens avaient décidé d'accepter de travailler sans compensation pour le patron. Une chose. Deuxième question plus personnelle, à titre personnel, vous, êtes-vous pour ou contre l'élection du président de la République au suffrage universel direct? Merci. Oui. Alors écoutez, Quand vous faites un ami, je le connais bien. je relisais ce qu'en disait Mendès France, qui avait bien vu les choses. Et donc, si aujourd'hui il y avait un référendum, je pense que je voterais non. Mais aujourd'hui, elle est là, l'élection. Et on ne va pas, les Français sont pour. D'ailleurs, regardez, dès qu'on leur offre la possibilité de voter, vous avez les primaires, ils ont participé aux primaires, de droite comme de gauche. Les gens aiment participer. Alors la question, c'est comme ceux qui disent on va faire la 6e République. Non mais attendez. Mais c'est remettre au calendrier grec la réforme. Parce que, voyez-vous, par exemple, le mandat parlementaire à 4 ans, ça ne demande pas un changement de la Constitution. Donc on peut le faire par la loi. Donc ça peut tout de suite se faire. Si on remet à 7 ans le mandat du président, il faut changer la Constitution. Donc on le remet. C'est pas possible, on n'y arrivera pas. Donc il faut arrêter. Il faut regarder. On a la chance d'avoir une Constitution qui littéralement est parlementaire. Après que l'article que j'ai fait dans Le Monde 2 jours avant le second tour, j'ai reçu un courrier d'un grand professeur émérite qui s'appelle Pierre Avril, qui a écrit un texte que je vous conseille de lire ou de récupérer, qui s'appelle La lettre volée, à partir de l'association que ça faisait à la nouvelle d'Edgar Poe, en disant, en fait, la 6e République, elle est devant notre nez, elle est dans une lecture littérale de la 5e, dans une lecture parlementaire de la 5e. Eh bien, peut-être qu'elle est devant votre nez si vous élisez Jean-Patrick et beaucoup d'autres. C'est bien ça. Revenons aux fondamentaux. Parce que si ça se passe comme ça, eh bien, le président de la République s'adaptera et il faudra, avec le Parlement, transformer la lecture et la pratique de la 5e République à partir de sa Constitution. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire. Et moi, j'ai été marqué pour aller dans ce sens-là, le soir de l'élection, donc de Emmanuel Macron, je trouvais que c'était plutôt la tonalité de son discours. Il a tenu un discours qui n'était pas il n'a pas dit justement quelle politique il allait mener, etc. Le soir du second tour, pas du premier. Oui, le soir du second tour, j'ai bien précisé. Le premier, il était parti dans autre chose. Mais le soir du second tour, je trouve qu'il a eu un discours très, très solennel et qu'il laissait éventuellement entendre ça. Du genre, je me mets au-dessus, etc. Et puis bon, on verra bien les gouvernants. Puis après, je suis d'accord avec ce que vous dites. Moi, je suis plutôt pour des institutions comme ça. C'est normal, je veux être parlementaire. Mais, et là, on voit bien que la logique de la pratique quand même de la 5e République a repris le dessus, c'est-à-dire un président omnipotent qui dirige tout, etc., qui a déjà même un peu marginalisé son Premier ministre. Enfin, on sent bien, les gens l'ont compris, le Premier ministre, les gens ils vous disent, oui, bah, ce gars-là, il va faire un mois peut-être, et puis on verra, il est là juste pour... Enfin, même on s'en cache pas, on dit, bah, ce gars-là, là, on l'a pris parce qu'il est de droite, et puis ça va permettre de casser la droite, donc nous, d'avoir un groupe plus fort, enfin... Il y a même une forme de cynisme là-dedans, alors qu'il y a, si j'ai bien compris, il y a la possibilité historique, finalement, de remettre un peu les choses dans le droit chemin avec un président voilà, qu'on a désigné. Et il y aurait une logique même de l'histoire, puisqu'il se retrouve désigné, comme vous l'avez rappelé, parce que voilà, on voulait échapper au pire, quoi. Et puis finalement, c'est plutôt pas mal comme histoire. On voulait échapper au pire. Du coup, on a mis le plus jeune qui avait l'air prometteur. Et puis parce que du coup, et puis on est content au niveau international, ça tient la route. Son avion n'a pas été frappé par la foudre. Enfin, tout va bien pour le moment. Donc, et là, est-ce qu'il va saisir cette occasion et finalement mettre en place une forme de coalition, etc. Alors moi, je vois. Par contre, quand on commence à parler de coalition, ça ne fait pas du tout partie de notre culture politique, quoi. Alors, pourquoi aussi? Parce qu'on a un problème, c'est-à-dire qu'à mon avis, c'est compliqué de faire un régime, enfin un système de
de coalition avec un système électoral qui ne le permet pas du tout. Si on aurait la proportionnelle, c'est beaucoup plus simple, quoi. Sauf que cette année, avec l'éclatement des alliances politiques, il peut y avoir une diversité à l'Assemblée qui n'existait pas avant. Et donc, peut-être qu'on va vers quelque chose. Les coalitions, les gens n'aiment pas. Mais le fait de dire, il faut vraiment faire un gouvernement issu de la diversité de l'Assemblée. Et je vais vous dire, on a intérêt à cette diversité, parce qu'on a intérêt à ce que si, imaginons que le président de la République puisse faire un gouvernement à partir de son mouvement. Mais imaginons que ça ne marche pas. Il ne faut pas qu'il y ait comme seule alternative que l'extrême droite. Il faut qu'il y ait une alternative à gauche, une alternative à droite. Il faut que la diversité politique républicaine et démocratique continue d'exister à l'Assemblée nationale. Et pour conclure, donc moi j'ai le droit de vote que depuis 78. Eh bien, j'ai quand même voté contre le quinquennat. J'étais un des rares. Et je l'ai expliqué pourquoi. Qu'on allait avoir le plus incroyable pouvoir personnel d'une démocratie. Et voilà. Donc, quand on aura bien compris ça, on finira peut-être par dire ça suffit. Hein, et voilà. Je suis désolée, on va devoir conclure parce que... Mais je suis d'accord, ça favorise ça. Mais si on expliquait aux gens que c'est le Parlement le plus important, que l'élection parlementaire intervenait avant l'élection présidentielle, et si on réduisait à 4 ans, du coup, elle interviendrait 1 an avant l'élection. Et donc, du coup, voilà, ça changerait la représentation des gens. Donc, il y a quelque chose à faire que je ne lis pas encore dans les programmes de ceux qui veulent réformer de façon plus démocratique les institutions. Merci. Merci pour cette soirée. N'oubliez pas, pour ces échanges sur des sujets qui peuvent être très très passionnels, et on a bien vu la diversité de nos opinions et nos engagements et nos croyances, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, de poser votre candidature pour être à l'atelier citoyen quand nous allons faire les tirages au sort la semaine prochaine, et puis de continuer la campagne, justement, en expliquant que c'est le Parlement qui est important et qui peut fixer l'orientation politique du pays, et puis en expliquant qu'il ne faut peut-être pas donner une majorité absolue à En Marche et équilibrer le Parlement pour qu'il puisse y avoir une alternance possible si jamais ça se passait mal, ou que sinon il y a un pouvoir aussi équilibré et moins de pouvoir personnel. Mais je crois qu'Émilie veut nous dire encore un mot. Oui, je veux compléter ce que tu dis. Vous pouvez vous candidater donc pour l'atelier citoyen. Vous pouvez aussi faire un chèque pour la campagne, parce que Jean-Patrick, il n'ose jamais le dire, mais parce qu'on a besoin de vous pour pouvoir poursuivre cette campagne. Et bon, vous êtes assis dessus normalement, mais si jamais vous ne l'avez pas vu, la réunion avec Jean Jouzel aura lieu mardi prochain, 30 mai, à 19h30 au Tanner. Vous savez, il est vice-président du GIEC et prix Nobel de la paix. Donc on va parler d'urgence climatique, donc vous êtes évidemment les bienvenus. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant.